La présentation de ce balado est rendue possible grâce à la collaboration d'Hydro-Québec dans les studios de Zoo à Montréal. Gabriel Nadeau-Dubois, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Très content. C'est quelque chose d'assez particulier parce qu'on vous a vu naître et on vous voit maintenant arriver à une autre naissance, celle d'un enfant, le vôtre. Oui, à 10 ans d'intervalle, exactement, oui. Il y a 10 ans, Alors, vous allez être papa. Je vais être papa au mois de mars prochain. Je trouve l'image, d'ailleurs... Forte. Émouvante. Ça m'émeut beaucoup. Ça m'émeut beaucoup que 10 ans après le printemps 2012, donc au printemps 2022, je vais franchir cette étape-là, qui est, je pense, pour tous les gens qui ont des enfants, une énorme étape. Il y a une image, là, c'était pas prévu, hein, c'est pas un calcul, mais il y a ça m'émeut beaucoup, cette espèce de coïncidence temporelle-là. Et de continuité qui s'annonce. On travaille maintenant pour quelque chose de vivant, là, pas pour un projet éthéré. C'est vraiment, quand j'ai réfléchi à comment j'allais annoncer cette nouvelle-là aux gens qui me suivent sur les médias sociaux, c'est vraiment l'image qui m'est venue tout de suite. J'ai repensé à toutes les fois où, dans mes innombrables discours en 10 ans, j'ai parlé de l'avenir du Québec, l'avenir de la planète. Mais là, l'avenir a un nom. Un visage, un nom, je vais le tenir dans mes bras, l'avenir. Ça va être quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus vivant, beaucoup moins intellectuel, je pense. Puis je pense que ça va donner une nouvelle profondeur à mon engagement social, à mon engagement politique. Est-ce que vous allez le tenir, cet enfant, aussi près de vous que vous avez été près de l'activité professionnelle de votre père? Parce que vous avez été très entraîné. Oui. Moi, je considère que un des grands privilèges dont je jouis, c'est d'avoir été élevé dans une famille militante, une famille où l'engagement social et politique était omniprésent. Puis c'est sûr que mon souhait le plus profond, c'est de transmettre cet héritage-là aussi à mon enfant. Bien sûr, ce petit gars-là ou cette petite fille-là fera ce qu'il veut dans la vie. Je ne serai pas là pour lui dire quoi faire, mais si d'une manière ou d'une autre, les valeurs que moi j'ai reçues en héritage, je suis capable de les lui transmettre et que ça vive d'une manière ou d'une autre, dans son parcours à lui ou à elle, c'est sûr que ça me rendrait extrêmement heureux parce que moi, je me considère tellement chanceux d'avoir reçu ce cadeau-là de mes parents que mon souhait le plus profond, c'est de faire ce cadeau-là aussi. Est-ce que vous vouliez faire ce que vous faites présentement? Ça dépend à quel moment de ma vie. C'est sûr qu'en 2012, ça a bifurqué pas mal. Mais il voulait faire quoi, Gabriel Nadeau-Dubois, dans la vie? J'ai longtemps voulu devenir journaliste. Okay. J'étais un grand lecteur de Tintin. Je les ai tous encore à la maison, d'ailleurs. Et Tintin, c'est une figure intéressante. Tintin, c'est un journaliste, mais c'est un justicier aussi. Hein? C'est un journaliste et un militant, un journaliste qui se bat contre les corrompus, contre les pas fins. Et je pense que c'est ça qui m'intéressait dans la figure de Tintin. Et puis, donc, sur cette base-là, j'ai dit toute mon enfance que je voulais devenir journaliste. Même en entrant au cégep, je me suis impliqué dans le journal étudiant. Et c'est seulement autour de 2008-2009 que là, je commence davantage à m'impliquer dans le mouvement étudiant et que tranquillement, le militantisme se met à prendre le pas sur le journalisme étudiant que je faisais. Ce qui me frappe, c'est que quand vous étiez de la mouvance étudiante en 2012, vous étiez co-porte-parole. Oui. Vous rentrez en politique, vous êtes co-porte-parole. Ouais. Allez-vous arrêter d'être co-porte-parole? Le titre est le même, mais la réalité est très différente. Le mouvement étudiant duquel j'ai fait partie en 2012, c'était un mouvement où j'avais une place très, très limitée. J'avais peu, voire pas du tout de pouvoir décisionnel. Sérieux? Oui. Cette démocratie directe dont vous parlez, elle était réelle. Ça existe. Elle était réelle et elle était très difficile à vivre. Pour moi, parce que j'avais un pied dans le monde médiatique où on s'attendait de moi à ce que je sois décisif et que je prenne des décisions. Et ça, je veux dire, c'est dans les entrevues, mais c'était aussi dans la dynamique des négociations avec le gouvernement. Et j'avais un autre pied dans un monde militant dans lequel on voulait absolument que je n'ai aucun pouvoir décisionnel. Et Mais c'était la belle partie. Ben, c'était une façon de se protéger partout.
Non, vous savez, c'est pas moi. Je vais aller consulter, je reviendrai. Je pense que ça a été interprété comme ça. Ouais. Mais c'était un écartèlement très douloureux pour moi. Et c'est cet écartèlement-là qui a fait en sorte qu'au mois d'août 2012, première semaine du mois d'août 2012, je décide de démissionner du mouvement parce que je suis plus capable de vivre ce déchirement constant. Parce que ça ne vous convenait pas, ce qui était demandé. Est-ce que vous avez été obligé d'aller contre vos propres idées? Quand on représente un mouvement politique... On n'a plus d'idées. Non. Il y a toujours il faut être à l'aise avec le fait qu'il y a toujours un certain écart entre nos opinions purement personnelles et les positions... Et voilà, et la cause, les positions du mouvement, du parti, du syndicat que l'on représente. Il y a toujours un petit écart. Il faudrait être très, très, très égocentrique pour penser qu'on peut parler au nom d'un énorme mouvement et être toujours parfaitement au millimètre près sur nos convictions parfaitement personnelles. Il y a toujours un petit écart. Mais il faut bien faire attention à ce que cet écart-là ne devienne pas trop grand. Et le jour où il devient trop grand... C'est schizophrénique, hein? Ben voilà. Le jour où il devient trop grand, le jour où on sent qu'on se trahit, c'est le jour où il faut quitter. Et c'est ce que j'ai fait Et c'est ce que j'ai fait en 2012. J'ai été capable de vivre avec un certain écart pendant plusieurs mois. Et il y a un moment où là, cet écart-là était devenu trop grand et j'ai dit, je passe à autre chose. Voilà. C'était sur quoi? Sur beaucoup de choses, notamment sur l'élection. Mais encore, répondez-moi pas en politicien, là. Notamment la question de l'élection. On se rappelle, à l'époque, là, Jean Charest appelle une élection anticipée dans une volonté de mettre fin à la contestation dont il est l'objet. À ce moment-là, une bonne partie du mouvement juge qu'il faut ignorer cette élection-là, faire comme si elle n'existe pas, continuer comme si de rien n'était. Pour ma part, je pense à ce moment-là qu'on n'a pas le choix d'en tenir compte, qu'il faut réorienter nos stratégies. Et là, je vois bien qu'on se dirige vers un mur. Je suis de plus en plus contesté à l'intérieur du mouvement. Je suis de plus en plus utilisé par Jean Charest lui-même comme un épouvantail pour faire peur à la population québécoise en disant « Vous choisissez la stabilité libérale ou le chaos de la rue. » Et je suis très conscient à l'époque que mon visage, mon nom, ma voix est utilisé comme symbole de ce fameux chaos de la rue. Et pour toutes ces raisons-là, je me dis, d'un, j'ai pas envie de servir de repoussoir pour favoriser une élection libérale. De deux, je sens qu'à l'intérieur du mouvement, je suis de plus en plus contesté. Donc, la conclusion, c'est je quitte. À regret? Non. Non, j'ai jamais regretté cette décision-là. Ça a été un moment difficile. J'étais dans un état de fragilité physique. J'étais épuisé. Et mentale, j'étais complètement chamboulé à l'intérieur de moi. Donc, c'était la seule décision possible. Je l'ai jamais regretté. Quand vous dites que vous étiez face à un mur, c'est que la cause ne pouvait pas aller plus loin? J'étais profondément chamboulé. Je voyais bien les impasses qui étaient les nôtres avec l'élection qui s'en venait. Je sentais que le mouvement, que j'étais de plus en plus, je le répète parce que c'est important, contesté à l'intérieur du mouvement. Il y avait une attente publique, il y avait une attente à l'intérieur du mouvement. C'était complètement irréconciliable. Je n'en pouvais plus d'être déchiré comme ça. Est-ce que l'intransigeance du mouvement était plus forte que votre propre énergie à défendre la cause? D'une partie du mouvement, oui. D'une partie du mouvement, oui. Puis je l'ai décrit ça en long et en large dans le livre que j'ai publié 1 an plus tard. Donc, vous laissiez plus de place, vous, dans votre tête, là, personnellement, à un compromis qu'à une confrontation. Il y avait un énorme débat à ce moment-là au sein du mouvement qui était qu'est-ce qu'on fait avec l'élection? Est-ce qu'on fait comme si elle n'existe pas ou on tente de l'utiliser pour... Se donner une tribune. Oui, et surtout se débarrasser du gouvernement libéral par la voie démocratique, par la voie des urnes. Ce conflit-là, il était très, très fort. Puis il faut comprendre qu'il y a un effet d'accumulation aussi. Hein. C'était le 4e ou le 5e gros conflit à l'intérieur du mouvement. J'étais constamment un des protagonistes de ces conflits internes-là. Et franchement, j'étais profondément fatigué physiquement et mentalement. C'est dur, s'occuper des autres. Oui. Mais vous continuez à le faire, vous voulez le faire. C'est quoi, là? On est animé par quoi dans la vie? Est-ce qu'on est récupéré par le monde politique? Moi, on en parlait tantôt,
pour moi, l'engagement social ou l'engagement politique, entendu en son sens le plus large. Plus large, pas de partisanerie. Exact. Pour moi, c'est une seconde nature pour moi. Ça a toujours fait partie de moi, c'est mes valeurs profondes, c'est ma première passion. Vous avez été forgé à ça. À la maison, Exact. votre mère qui est avocate Exact. pour défendre les accidentés du travail, votre père qui est syndicaliste à la CSN. Donc, moi, je grandis là-dedans, je suis né là-dedans. Pour certaines personnes, c'est le sport qui donne un sens à leur vie. Pour d'autres, c'est l'art. Moi, ce qui donne un sens à ma vie, et je le dis avec toute la charge que ça comporte, c'est l'engagement social, c'est l'engagement citoyen. Et ça peut prendre plusieurs formes. En ce moment, ça prend la forme de l'engagement dans un parti politique. Je ne ferai pas ça toute ma vie. Ça prendra sans doute une autre forme dans une autre étape de ma vie. Mais en ce moment, c'est ça qui fait en sorte que je me lève le matin. Il y a une image très forte à un moment donné. Mme Marois qui tape du chaudron, etc. Est-ce que c'était de l'opportunisme politique à partir de vos yeux à vous? Je pense qu'à l'époque, c'est comme ça que je l'ai perçu. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, je vois à quel point aussi ça a été une force que de pouvoir élargir ce mouvement-là au-delà des strictes bases qui étaient les siennes au départ. À l'époque, je me rappelle comment je réfléchissais et je voyais ça comme de la récupération politique. J'ai jamais été péquiste, je le serai jamais. Mais à l'époque, j'étais beaucoup plus sévère que je le suis maintenant. Avez-vous été approché par le PQ? Oui, j'ai eu l'occasion déjà de le dire. Le Parti québécois m'a approché. Pourquoi plus d'avenir à Québec solidaire qu'au PQ? Moi, je pense que le Parti québécois a été un grand parti dans l'histoire du Québec. C'est la moindre des choses que l'on puisse dire. Ce n'est pas un parti dans lequel je me reconnais. Je ne m'y suis jamais reconnu. Surtout depuis le milieu des années 2000, où au sein de ce parti, est apparue une frange qui, pour moi, représente une forme de nationalisme avec laquelle je ne suis profondément pas. Un nationalisme de compromis. Un nationalisme conservateur, un nationalisme qui pense qu'on va relancer le débat sur le statut politique du Québec, sur l'indépendance nationale, en pointant du doigt. Ça, je ne mange pas de ce pain-là, je ne suis pas capable de vivre avec ça. Ça va contre quelque chose qui est très profond en moi, qui est la conviction qu'il faut construire un pays, oui, mais en laissant personne derrière. Alors, vous embarquez à la suite de Françoise David et vous êtes Québec solidaire. Oui. Aussi parce que je suis profondément un homme de gauche, je suis profondément un homme pour qui la lutte écologiste est fondamentale. Parlons-en. Pour moi, là, le pétrole sur Anticosti, la cimenterie de Port-Daniel, dans les quelques mois de pouvoir du gouvernement Parti Marois. Québécois, ça a été pour moi le cercle, ça, le clou dans le cercueil. Ça, c'est non. Mais je veux dire, c'était... Pas d'avenir, là. Pour moi, c'est une forme de politique qui est d'un court-termisme, là, tellement à courte vue. Ça, pour moi, c'est impardonnable. Impardonnable. Comment, quand on est installé aussi fortement dans ses convictions, on est capable de jouer la joute politique? Parce que les règles de la rue et de la manif sont pas les mêmes. Et les règles de l'Assemblée nationale et de la vie politique, ça n'a rien à voir. Comment on compose avec ça? Bien, d'un, j'ai pris en 10 ans, j'ai acquis, je pourrais dire, là, de la profondeur dans mon engagement. T'sais, mes convictions sont restées les mêmes. Mes convictions fondamentales, c'est mes parents qui me les ont léguées. Je vois... Elles peuvent s'exprimer différemment, mais elles sont profondément enracinées en moi, puis ces convictions-là, elles n'ont pas changé. Mais j'ai acquis une patience puis une profondeur dans mon engagement, notamment parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu en 2012. Tu sais, les gens m'ont vu à la télévision beaucoup ce printemps-là, mais j'avais 21 ans. J'avais 21 ans. Ah oui. J'étais tout jeune, je commençais mon engagement politique. Et pour moi, c'est des erreurs de jeunesse, s'il y a eu des erreurs. Je ne dirais pas des erreurs de jeunesse, mais ça a été l'occasion d'apprentissage. C'est une école. Je veux dire, j'ai appris pendant ces mois-là plus que j'ai appris pendant les 9 autres années. Là. J'ai appris notamment la patience de l'engagement. Un jour, Robert Bourassa me dit, vous savez, mes opposants sont sur ce côté-là de la Chambre.
Mes ennemis sont de ce côté-ci. Quand ils me donnent des tapes dans le dos, c'est plutôt pour savoir où passe le poignard que de me féliciter. Avez-vous appris ça du mouvement étudiant aussi? Parce qu'on vous a un peu largué, lâché, mis dans le coin, mis au banc. Peut-être, bon, je dirais peut-être pas aussi crûment que ça, mais oui, j'ai appris en... Parce que vous êtes politicien, vous avez appris. Non, mais j'ai appris en 2012, oui, le fait que faire de la politique en groupe, dans des grandes organisations, ça implique des dynamiques à l'interne qui, des fois, sont très, très, très difficiles. Le mouvement étudiant était, dans son intérieur, comment dire, tumultueux, turbulent. Il y avait des débats, ça s'est chicané très fort. Ça m'a formé. Je suis maintenant, aujourd'hui, beaucoup plus zen et calme avec ça que je l'étais à l'époque, parce qu'il y a des dynamiques similaires qui existent par moment à Québec solidaire. Puis aujourd'hui, je vis très bien avec ça, parce que je l'ai vécu si fort et si tôt dans ma vie. Bureau Blouin, il est rendu où? Êtes-vous des amis? On n'a jamais été amis, au sens de confidents ou de gens qui se voient à l'extérieur de nos activités militantes. On s'est croisés beaucoup en 2012. On se connaissait pas du tout avant. On s'est croisés un peu on s'est croisés à plusieurs reprises en 2012. On s'est revus à quelques reprises depuis. Ça nous arrive de s'échanger des messages sur les médias sociaux. Sans plus. Et peut-être qu'on ira prendre une bière bientôt, mais je veux dire sans plus. Il est moins à gauche. Il est plus centriste. Comment, je sais pas, j'essaie de le situer. Ouais, c'est une bonne question. Honnêtement, je le connais peu sur le fond. Ah, ouais. Je pense qu'en 2012, j'étais dans une organisation plus à gauche que la sienne. Okay. Je pense que je suis d'une tradition politique plus à gauche que lui. Mais où est-il rendu maintenant? Il faudrait prendre une bière puis qu'on regarde ça. Là. Mais il a été emproché pour être en politique, lui oui, aussi. Oui, puis il est allé un peu plus rapidement que moi. Vous aussi. Avez-vous l'impression que les partis politiques... Moi, j'ai déjà été approché aussi par les politiques. On dirait qu'on cherche les gens qui ont une certaine notoriété, qui garantissent un comté. Vous comprenez? Et puis, on est comme récupéré. Ça fait partie des choses qui existent. Moi, je pense, honnêtement, je crois pas que ce soit un problème que les partis s'intéressent à des gens qui ont de la notoriété. Si et seulement si, c'est pas seulement la notoriété qui est la base de l'approche. Okay. Alors, parce que avoir de la notoriété, quant à moi, c'est pas un défaut. Bien au contraire. Mais ça dépend comment on l'a acquis, puis ça dépend comment on c'est facilitant pour la politique, pour l'électorat, pour être connu, pour être vu, pour avoir sa figure sur un poteau. Oui. C'est facilitant. Qu'est-ce qui, dans Québec solidaire, puis je veux pas votre programme, là, mais qu'est-ce qui, dans Québec solidaire, est attirant? Croyez-vous que la société est prête à recevoir ça? Au PQ, ça a pris quelques années avant qu'il passe. Le chef a été battu, etc., etc., etc. Est-ce que c'est plus rapide maintenant, la sensibilisation politique de la génération qui est plus la vôtre que la mienne? Pour moi, ce qui porte Québec solidaire, puis ce qui nous fait croître depuis un moment, puis je pense que ça va continuer à nous faire croître, c'est la question de l'environnement. Il n'y a rien de plus important, il n'y a rien de plus urgent que la question écologique pour ma génération. Notre défi, maintenant, c'est de ne pas se contenter de ma génération, puis dans les prochaines années, puis quant à moi, dans la prochaine année, de construire un pont vers les prochaines générations. Parce que je suis certain d'une chose... Est-ce qu'on est décomptés, nous autres? Pardon? On est-tu décomptés dans votre histoire? Non, parce qu'on ne fera pas la transition écologique juste avec les 35 ans et moins. Ça n'arrivera pas. Ben non, ça Il n'arrivera va pas. falloir une alliance juste pour intergénérationnelle. Exactement. Il va falloir une alliance intergénérationnelle où les gens de ma génération et plus jeunes, qui, eux, sont déjà convaincus de la nécessité absolue de faire face à la crise climatique, engagent un dialogue avec leurs parents, leurs grands-parents, leurs oncles, leurs tantes pour dire « Venez faire ça avec nous ». La bonne nouvelle, c'est qu'on l'a déjà fait dans l'histoire du Québec. Le Parti québécois, dans ces belles années, est une alliance intergénérationnelle entre la génération de la Révolution tranquille et la génération de l'après-guerre. Je pense qu'il faut essayer de refaire ça. Mais vous savez qu'on s'est perdu parce que on a perdu cette intergénérationnalité-là. Parce que, bon, tasse-toi mon oncle, tu sais, la publicité s'est même servie de quelque chose qui couvait. Il faut faire très attention à ça. Je pense que, notamment, ma famille politique, la gauche, doit faire très attention il faut être conscient que notre défi, c'est de construire ce pont-là. Et il faut faire attention à ne pas le saper volontairement dans la manière dont on parle, dans la manière dont on parle des autres générations. Moi, c'est la mission de ça. Je suis profondément conscient de ça.
ce que les conservateurs américains ont fait aux États-Unis pour saper la montée du mouvement écologiste, c'est ça. C'est transformer la lutte écologiste en antagonisation en générationnelle. guerre culturelle et en guerre générationnelle. C'est comme ça que la droite américaine a sapé la montée du mouvement écologiste dans les années 90 aux États-Unis. Et pour moi, c'est quelque chose que je garde toujours en tête. Il faut que l'écologie, que la transition écologique, ça reste un discours rassembleur où on crée des ponts plutôt qu'opposer les gens les uns contre les autres. Comment on fait pour enlever le sentiment d'impuissance que le citoyen a face à une modification écologique? Parce que... C'est un énorme défi. Écoute, là... Tu sais, moi, je me prends avec mon petit bac, je vais mettre ça au recyclage. Oui, exact. Bien, déjà... Bravo, mon homme. Déjà, je pense qu'il y a des choses qu'il faut dire. Puis que le mouvement écologiste doit mieux dire. D'abord que... Il y a un prix. Bien, il y a un prix, mais que tous les problèmes qu'on a en ce moment, c'est pas des problèmes qui découlent de l'addition de nos mauvais choix comme individus. Il y a des choix de société qui ont été faits. Il y a des gouvernements, il y a des entreprises qui, sans consulter personne, souvent, ont pris des décisions qui nous ont enfermés dans un certain modèle de développement. Nos villes ont été construites, par exemple, nos banlieues ont été construites pour l'automobile, sur mesure pour l'automobile. Ça, là, c'est pas la faute individuelle des gens qui, aujourd'hui, habitent dans ces endroits-là. C'est pas à eux à porter l'odieux de ça. Par contre, il faut dire, OK, on hérite de ces mauvais choix du passé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on les dépasse? Comment on les déconstruit? Puis, il faut sortir de la logique, donc, de la culpabilisation individuelle. Il faut sortir de la logique de... Il y a des gens vertueux qui font des bons choix et il y a des coupables qui font des mauvais choix. Bien sûr qu'il faut essayer de faire les meilleurs choix possibles, mais c'est pas en pointant du doigt qu'on va relever ces défis-là. Il y a un poids économique important, c'est-à-dire que on n'a pas encore compris que l'environnement peut être une richesse industrielle et économique. C'est un autre des gros problèmes. C'est qu'on persiste encore, et souvent involontairement, à placer ces choses-là comme en tension. Là. Si on va trop vers le vert, ça va mettre en danger... Mettre dans le rouge. Oui, exact. Ça va nous mettre dans le rouge. Alors que je pense qu'il faut voir ça comme étant des affaires qui s'alimentent une l'autre. Il n'y aura pas de prospérité sur une planète morte. Il n'y en aura pas pour personne. S'il y a une chose qui ne ressemble pas à un mouvement étudiant, c'est un parti politique. C'est différent. C'est qui mène ça, ce parti-là, Québec solidaire? Vous êtes 3 ou 4, là. Vous vous entendez en soupant, là, puis vous dites, regarde, on s'en va là. À Québec solidaire, il y a 2 figures de leadership politique principales, qui sont les 2 porte-parole, Manon et moi. Il y a autour de ça l'équivalent d'un conseil exécutif, comme il y a dans tous les autres partis par ailleurs. Et on a nos grandes instances, comme au Parti québécois, par exemple, ça existe. Donc, des congrès, des conseils nationaux avec nos membres, où les gens viennent donner leur opinion, nous donner des grandes orientations. Au quotidien, à l'Assemblée nationale, c'est Manon et moi qui, avec notre caucus de députés, prenons les orientations. C'est différent des autres partis, mais ce l'est honnêtement moins que certaines caricatures qu'on fait parfois. Mais il y a, à l'intérieur de ça, des tensions là aussi. Toujours. Il y a des gens, tu sais, dans le mouvement étudiant, là, vous dites, il y a des gens qui n'étaient pas pour cette forme-là, d'autres n'étaient pas pour cette forme-là. Vous avez eu un congrès où vous avez été obligé de mettre le pied à terre ou de dire « calmez-vous ». Il y a une aile gauche à gauche de la gauche, là. Il y a des moments où il y a des gros débats. Puis il y en a eu un de ces gros moments-là à notre Conseil national du printemps dernier. Mais moi, ce que j'aime rappeler, c'est qu'à ce moment-là, Manon et moi, on a dit « voici notre position ». Et on a dit aux membres de notre parti « à vous de trancher ». Et dans une grande majorité, les membres de Québec solidaire ont tranché de notre côté. Donc moi, je me dis... Aviez-vous mis votre tête sur la bûche? Pas comme ça, non. On n'a pas dit... On n'a pas fait ça, mais on a pris le risque politique que ça représentait, que de dire, nous, on pense qu'il faut s'en aller là, mais vous savez quoi? Les membres vont trancher. Puis il faut être capable, quand on est porte-parole, par moment, de dire... Bien, moi, à mon âme et conscience, je pense que ce qui est bon pour notre parti, pour notre option, pour notre famille politique, c'est d'aller dans cette direction-là. Puis le jeu de la démocratie, ensuite, fait son œuvre. Les gens décident s'ils sont d'accord ou pas. Mais il faut par moment assumer de dire « voici ma vision ». Mais un porte-parole, ça peut-tu devenir premier ministre?
Oui. Il faut être chef de son parti pour ça, non? Ben, il y a deux questions. Il y a la question politique, puis il y a la question... L'organisation. Oui, c'est ça. Mais du parlementarisme. Exactement. Mais à Québec solidaire, à la dernière élection en 2018, si on avait obtenu une majorité au Parlement, Manon serait devenue première ministre. Si les membres le décident, parce qu'on a un congrès là, à la fin de l'automne pour trancher cette question-là, mais si je suis élu officiellement notre représentant au débat des chefs, bien, si on a une majorité parlementaire, je serai premier ministre. Non, mais c'est clair, c'est réglé, ça. C'est une affaire réglée, c'est un timbre à la poste. Au moment où on enregistre cette entrevue, il n'y a pas d'autres candidats, mais c'est pas impossible qu'il y en ait dans les prochaines semaines. Voyons donc, quelle humilité. Ben, je ne vends pas la peau de l'ours avant qu'il soit d'accord avec le prix. Le prix de l'ours. Exact. Quand on... Est-ce qu'on se pince à un moment donné et me dit, regarde, t'es pas des farces, là, t'es député de Gouin. Oui, bien, je me suis pincé le moment où Françoise David m'a appelé et m'a dit « Gabriel, je vais démissionner dans quelques semaines. J'aimerais ça que tu viennes prendre le relais, non seulement dans Gouin, mais on a besoin d'une nouvelle génération à Québec solidaire. Je veux que tu en fasses partie, viens avec nous. » À ce moment-là, je peux vous dire que je me suis pincé pas pire. Je me suis pincé quand j'ai été élu la première fois en 2017. Je me suis repincé en 2018 quand on est allé chercher 10 députés. Tout comme en 2012, je me suis pincé du jour au lendemain, me ramasser une des personnes les plus médiatisées au Québec, alors qu'honnêtement, c'était ni un plan de carrière, ni quoi que ce soit d'autre. Tu sais, je suis très conscient qu'à 31 ans, j'ai un parcours surprenant. Moi-même, des fois, je me demande, ben voyons donc. Robert Bourassa a été premier ministre à 36 ans. Bon, mais non, ça m'arrive souvent. Il vous reste 5 ans. Oui, bien, je veux dire, c'est ce que je souhaite qu'il se produise, sinon je ne me présenterai pas. Mais oui, ça m'arrive souvent. Vous voulez devenir premier ministre du Québec, vous? Bien, je ne me présenterai pas... Dans le Québec que nous connaissons présentement. Je ne me présenterai pas dans ces fonctions-là si je le voulais pas, puis de deux, si je pensais pas que c'était possible. En 2017, si vous m'aviez posé cette question-là, j'aurais dit « Wow, les moteurs, M. Mongrain, je suis pas rendu là. » 4 ans plus tard, je suis rendu là. J'ai la confiance de Manon. Certains diront que c'est prétentieux à mon âge, mais j'aime mieux faire face à cette attaque-là que plutôt me dire « Vous savez, je me présente, mais je suis pas sûr que c'est la bonne affaire. » Non, ça n'a pas l'air d'être un gars qui souvent dit qu'il n'est pas sûr. Je suis souvent pas sûr de bien des choses. Oui, mais vous ne le faites pas voir. J'ai l'image de quelqu'un d'extrêmement décidé. J'ai l'image de quelqu'un de très solitaire qui réfléchit à bien des affaires dans sa tête. Pas tant que ça? Mais pas tant que ça. Je suis quelqu'un qui travaille vraiment en équipe. Je suis entouré depuis longtemps de beaucoup, beaucoup de gens qui m'accompagnent dans ce parcours très particulier qui est le mien. Je me sens très privilégié d'être entouré comme ça. Je consulte beaucoup avant chaque décision. Je doute souvent. Avant de faire quelque chose, je doute. Je doute en le faisant. Je doute après. C'était-tu la bonne affaire? Puis je suis conscient que... La certitude est de mauvais conseils. Bien, moi, j'ai peu de certitude. Je doute souvent. Je me remets souvent en question. Et je sais que là, je dis ça, puis beaucoup de gens se disent « Bien, voyons donc, tu dégages tout sauf ça, mon pit. » Je suis bien conscient de ça. Je suis conscient aussi qu'il y a une image qui a été créée autour de moi par les médias depuis 10 ans. Je fais ce que je peux pour la corriger, cette image-là, mais les gens qui me connaissent le savent. Je suis quelqu'un qui doute beaucoup. Parlons-en d'image, parce que la politique, c'est dans un fort pourcentage la perception. Oui. C'est une game de perception. C'est beaucoup ça. Le contenu vient plus tard. C'est vrai, dans la politique. Ben, en tout cas, dans c'est comme ça que la dynamique politique... C'est vrai que c'est comme ça que... chez Québec solidaire, vous êtes des non, mais c'est comme ça que la dynamique politique se joue. Oui. Malheureusement, oui. Qu'est-ce que vous n'aimez pas de ce jeu-là? Moi, je suis un hybride entre un militant et un intellectuel. J'ai aussi un parcours universitaire. Je suis quelqu'un qui aime réfléchir et c'est douloureux souvent pour moi. Les raccourcis, les clips de 3 secondes. On a pour 1 heure. Exact. C'est d'ailleurs un grand privilège. Mais ça, c'est douloureux pour moi souvent. Souvent, je trouve ça difficile. Des fois, j'aimerais ça qu'on soit capable d'aller plus en profondeur.
Puis c'est des petits deuils des fois. Puis en même temps, je fais d'autres choses. J'ai eu un podcast pendant des années moi-même parce que j'avais envie d'un espace où justement on pouvait prendre 45 minutes pour parler d'un enjeu. J'ai écrit 2 ou 3 livres parce que j'avais besoin d'espace pour réfléchir. Donc, je fais autre chose à côté de mon action politique quotidienne pour satisfaire cette partie-là de moi. Mais oui, par moments, je trouve douloureux le caractère superficiel de la vie politique. Mais j'essaie de la transformer. J'ai la prétention d'essayer d'avoir un niveau de débat qui tire les choses vers le haut plutôt que vers le bas. J'ai écrit un livre dans lequel je parle de vous, sur la communication. Je savais pas. Ah oui. Alors, surtout pour la capacité que vous avez eue, je vous le dis, de faire face aux médias traditionnels, qui en soi est une culture particulière, et aux réseaux sociaux. Ouais. Mais les réseaux sociaux vous le rendent mal. J'ai l'impression que vous vous faites brasser, pas à peu près. Pour les médias sociaux, là, moi, j'y suis actif pour le meilleur et pour le pire. Je pense que c'est un formidable moyen Fourre-tout. d'éducation politique. L'éducation populaire, là, ça a toujours fait partie de l'ADN de ma famille politique. Là. OK. Aller dans les milieux de travail, aller dans les campus, dire aux gens la politique, c'est pour tout le monde, et sans prétention, sans dire je vais vous la vulgariser parce que je suis un esprit supérieur. Non, mais on va parler de politique ensemble. La tradition des assemblées de cuisine. Ceux qui vous crient des noms. Voilà. Ceux qui mais vous envoient ça arrive, promener. ça existe aussi. Il y a les deux. Moi, je fais pas le deuil des mouvements, des médias sociaux À parce cause qu'il y a de ce aussi prix-là. ça, parce que et les gens m'arrêtent dans la rue pour me dire Gabriel, les capsules que tu fais pour nous dire ce qui s'est passé là, cette semaine à l'Assemblée, C'est intéressant. on les aime, puis quand tu nous parles, on comprend ce qui s'est passé. Ça là, il y a peu de compliments qui me touchent plus que celui-là, même si ça vient aussi, c'est T'as vrai, raison. avec des fois ben de la boîte. Il y a des gens qui me disaient, M. Mongrain, nous autres, les nouvelles, on n'écoutait pas ça. Mais avec vous, on comprend ce que ça veut dire. Et ça, c'est C'est ça la vulgarisation. oui. La vraie, là, le Et véritable. moi, je trouve que c'est quelque chose de De très rendre important. accessible au plus grand nombre, ce qui, a priori, peut sembler hermétique. Exact. Il y a un mouvement pédagogique là-dedans. C'est extrêmement important. Puis on vit dans une société où la marche entre la vie quotidienne des gens et les affaires de la cité ou les affaires de l'État, les enjeux politiques, cette marche-là, elle est haute. Parce que notre vie politique est souvent enrobée de beaucoup de chiffres, de beaucoup d'acronymes, d'enjeux technocratiques que les gens qui sont obscurs, honnêtement. Et moi, travailler à réduire cet espace-là, je trouve ça très important. Puis les médias sociaux, pour moi, c'est un des moyens de faire ça. Mais il y a beaucoup d'espace à réduire Oui. dans bien des domaines. Oui. La gauche fait peur à la droite et la droite fait peur à la gauche. Et il y a de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Ouais. Alors, présentement, je sens qu'il y a un mouvement qui est centrifuge. Tout le monde tourne, mais on s'éloigne de la problématique qui est centrale. Oui. Pourquoi? Parce qu'on veut gagner une bataille, une querelle, une guerre ou une vision, une idéologie. Moi, quand l'idéologie commence à mener une nation, c'est dangereux. On a vu ça. Je pense que beaucoup de ces polarisations-là sont aussi le fruit de la dynamique médiatique. Puis là, Il y a du monde qui met des bûches dans le foyer, hein? je pense qu'il y a du monde qui met des bûches dans le foyer. Puis après ça, Elle fait point. it takes two to tango, comme on dit, là. Il y a des acteurs politiques qui contribuent à ça. Je ne suis pas en train de dire les méchants médias sont la source de tous nos problèmes. Mais je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de reconnaître qu'il y a aussi une dynamique médiatique dans un contexte de crise des médias, où les médias ont besoin de revenus, qui fait en sorte que Il faut nourrir le monstre. Hein? le dialogue, la nuance se perd au profit de logiques, oui, de polarisation, où ça vend, c'est payant, les affrontements spectaculaires, parfois sur des enjeux un peu superficiels. La superficialité, c'est quelque chose qui permet de faire croire à tout le monde qu'il y en a pour eux. Oui. Autrement, Oui. tu comprends? Oui, oui, oui. Alors, ce que ça fait, c'est qu'on s'en vient pour le plus grand bien en général de la population du Québec en général. Fait que ça, c'est un fourre-tout. Un programme politique qui est précis, comme vous voulez le présenter, nous dit en même temps, il va y avoir un prix à payer pour la société que l'on veut sauver. Oui. Ça, c'est un nœud que je crois pas avoir dénoué encore.
notamment sur la question écologique, tu sais. Économique aussi. Oui, mais il faut qu'on arrive à comprendre que la transition écologique, ça va être les deux. Il va y avoir des moments où il va y avoir des renoncements. Tu sais, on ne pourra pas tous, les 8,5 millions de Québécois, aller 4 fois l'autre bord de l'Atlantique par année, tout le monde à chaque année. Ce sera écologiquement pas possible. Il faut renoncer à cette conception-là de c'est quoi le bonheur, Ben là, puis de c'est quoi la vie. j'ai travaillé toute ma vie. Moi, je suis pas capable. Tu m'empêcheras toujours bien pas. Et Ma là, liberté! Exact. Mais il y a, après ça, pour compenser ça, il y a aussi de dire, OK, mais il y a peut-être des choses qu'on peut gagner aussi. On peut peut-être gagner une meilleure qualité de vie. On peut peut-être gagner plus de temps avec notre famille. On peut peut-être gagner de l'air plus pur. On peut peut-être gagner des meilleurs services publics. Et comment présenter ça ensemble pour dire, oui, il y a peut-être des excès qu'on ne pourra plus se permettre, mais il y a aussi plein de belles choses à gagner ensemble dans ce projet de société-là. Moi, c'est comme ça que j'essaie de présenter le projet de transition écologique. Il va falloir se prendre un bon élan, là. Mais c'est un énorme défi. Parce que l'État, depuis au moins les années 60, nous nourrit de façon exceptionnelle. On a des services, on a de l'argent. C'est peut-être plus payant d'être à un endroit que d'aller travailler. On a vu ça récemment. Tout ça fait en sorte que ça devient comme des acquis. Tu ne peux plus toucher à ça. Enlève-moi pas ça. Ce qui me rassure, c'est de me dire que... En tout cas, ce qui me rassure, donc, ce qui me donne espoir, c'est que la crise climatique, là, c'est plus de la science-fiction. T'sais, les canicules, là, on les vit tous. Les feux de forêt, l'érosion des berges, parlez-en aux gens des îles Madeleine, de la Côte-Nord de la Gaspésie. Donc, il y a quelque chose de concret dans les catastrophes climatiques qui pourrait servir d'élément déclencheur pour que les gens se disent « OK, il faut faire quelque chose ». Et moi, mon rôle là-dedans, c'est de dire aux gens, il y a des choses à gagner dans ce projet-là. Il n'y a pas juste des choses à perdre. Mais c'est un énorme défi. C'est un énorme défi. Dans les crises qu'il y a eu il y a des millénaires, ceux qui s'en sont pas sortis sont les dinosaures. Les petits insectes s'en sont sortis. Il y a des dinosaures dans notre monde qui résistent, évidemment, à penser que cette planète-là est infaillible et qu'elle reste ce qu'elle est. Moi, tu sais, l'humanité va survivre à la crise climatique. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas la survie de l'humanité, c'est qui va s'en tirer. Est-ce que c'est juste les plus fortunés parce qu'ils vont pouvoir s'acheter des îles plus surélevées ou des terrains où l'eau ne se rendra pas, ou vont pouvoir aller faire un tour sur la planète Mars comme Elon Musk et compagnie? T'sais, moi, ce qui m'inquiète, c'est que cette crise-là devienne aussi une crise de justice sociale. Ça l'est déjà. Il y a déjà des réfugiés climatiques par dizaines de millions. Comment on fait pour que ce soit ensemble qu'on affronte cette crise-là et qu'on ne laisse pas les plus vulnérables couler? Et est-ce qu'il ne faudrait pas comprendre que déjà, justement, avec ces réfugiés climatiques, avec des catastrophes naturelles, qu'on va être obligé d'en accueillir? Et pas de les emmurer ou de les repousser et de les rejeter à la mer. Comment on va faire pour... Présentement, on prétend être une société riche, mais on a nos pauvretés. Je parlais avec Justin Picard récemment. Il manque de l'eau. Il manque de l'eau. Nous autres, au Québec, Canada, l'eau. On est de l'eau. C'est honteux. Je pense que l'expérience de la pandémie là-dessus est intéressante. Tu sais, en quelques mois quand même, on a vu apparaître une forme de solidarité dont je pense on peut s'inspirer. Moi, je ne pense pas que les Québécois et les Québécoises ont respecté les consignes sanitaires seulement par obéissance. Non. Je pense qu'il y avait plus que ça. Oui. Il y avait une réelle... Un altruisme. Il y avait un authentique sentiment de solidarité où je pense beaucoup de gens se sont dit « Je le fais pas juste parce que Papa Legault me le demande, je le fais parce que je veux protéger les autres. » Attention, là. Il peut pas être monarque, papa et tout. Je caricature parce qu'on a souvent... Il peut pas tout faire, là. Je caricature parce qu'on a souvent parlé de François Legault dans les médias comme du bon père de famille. Oui. Et je pense que ces dynamiques-là existent. Mais je pense qu'il n'y a pas juste ça. Vous êtes bien récupéré, c'est bien. Non, mais je pense que c'est sincère. C'est pas juste par
Ah, c'est le premier ministre, nous devons le suivre. Il y avait peut-être un peu de ça, mais il y avait un authentique sentiment de solidarité où les gens se sont dit « ça me gosse porter le masque. Oui. Ça m'énerve, la distanciation. J'aurais envie d'aller faire le party chez mon beau-frère, chez mon cousin, chez mon chum de gars. Je le ferai pas parce que je dois protéger les autres. » Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans dont on pourrait s'inspirer pour dire... On a un défi collectif. On a un défi collectif encore plus grand que celui de la COVID-19, la crise climatique, et c'est avec ce type de sentiment de solidarité qu'on va pouvoir s'en tirer. Moi, j'ai comme l'impression que c'est peut-être l'occasion aussi... Tu sais, on a parlé du village global, mais on l'a vu au point de vue économique, puis des échanges commerciaux, etc. Mais le village global, il est écologique. C'est notre environnement, c'est notre planète. Avant tout, et il faut trouver l'équilibre. Comment on fait ça? Bien, il faut trouver l'équilibre là-dedans. Moi, ce que je veux pas, par contre, c'est qu'on pense que le défi écologique va seulement se régler à l'ONU. On va laisser le monde de l'ONU se parler. Ils vont tous se parler, puis ils vont nous régler ça. C'est impossible. Exact. Moi, je veux qu'on fasse l'équilibre entre, oui, il va falloir des actions internationales, mais il y a des choses à faire dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos villages, où on se dit, hey, moi, autour de chez moi, là, quel type de projet de développement a lieu? En ce moment, dans l'est de Montréal, il y a le fameux projet Raymond Logistique. Il y a une mobilisation dans Schlager-Maisonneuve. Il n'y a pas de mauvaise initiative. Ça existe. Mais entre toi et moi, on est 8 millions et que la Chine, ils sont 1 milliard 400 millions. L'Inde, ils sont 1 milliard 400 millions. On va te dire de quoi la boucane à voyage, là, elle peut venir ici. Oui, et c'est pour ça qu'il faut aussi des actions sur le plan international, mais pour pas tomber dans l'angoisse... Es-tu optimiste? Je suis pragmatique. C'est d'être pragmatique, ça, de penser que la Chine, qui n'est pas capable de libérer 2 gars, va être capable de libérer. C'est-à-dire que je pense qu'il faut commencer par agir sur ce sur quoi on contrôle. Okay. Puis ce qu'on contrôle, c'est ce qui se passe chez nous. Puis si on commence au Québec, comme Québécois, comme Québécoises, par faire le petit bout qu'on est capable de faire... ça va toujours bien ça de fait. Ce sera ça de fait. On pourra se tenir droit. Puis moi, ça me donne de l'espoir. Après ça, la Chine, l'Inde, les États-Unis... J'essaie de pas trop angoisser là-dessus parce que j'ai peu de contrôle. Je veux revenir à Québec solidaire. On est rendu qu'on l'appelle Manon. C'est comme... Peut-être qu'il y en a un qui c'est pas peur, mais elle, ça a l'air d'être notre tante ou notre grande cousine ou notre sœur. Qu'est-ce que vous avez appris de cette femme? Beaucoup de choses. J'ai beaucoup appris sur c'est quoi le leadership en politique, là, au sens très large. Là. J'étais un intello, moi. Je pense, au départ. J'étais un gars, je suis bien dans ma tête. J'ai fait de la sociologie. Mais pas être élo à avoir la tête enflée de même. Là. Non, mais au sens de, je suis dans ma tête. J'étais beaucoup dans ma tête. Je faisais beaucoup de politique avec ma tête. Manon... pragmatique, c'était une travailleuse de rue, de social. Puis... Manon m'a beaucoup sensibilisé à l'importance du cœur puis des tripes en politique. Tu sais, Gabriel, tu pourras pas juste inspirer le monde avec tes idées. Il va falloir aussi que tu les inspires avec tes émotions, avec tes valeurs, avec ce que tu sens. Il va falloir que les gens sentent que tu les écoutes, que tu les comprends dans leurs angoisses. Puis ça, c'est pas juste intellectuel, non. C'est émotif. Puis moi, je l'avais Sinon, ça peut sonner faux, hein? Sinon, ça sonne faux. Ouais. Puis Manon m'a beaucoup appris et elle continue à m'en apprendre sur ce plan-là. Tu sais, je serai jamais Manon, mais je veux continuer d'apprendre d'elle. C'est pour ça que je suis content qu'elle demeure co-porte-parole avec moi, parce qu'elle me le rappelle souvent. Gabriel, avoir raison, c'est une chose, là, mais parler aux gens puis les écouter, c'est aussi important. Gagner ou avoir raison, tu sais. Oui, exact. Puis que la politique, c'est pas juste dans la tête, c'est dans le cœur, c'est dans les tripes, puis que c'est pas une faiblesse dans la vie que de montrer qu'on ressent les choses, qu'on a des doutes, qu'on a des peurs. Manon est une femme qui s'est mise à nu devant les Québécois, Québécoises, avec tout ce que ça prenait de courage pour exposer ses vulnérabilités. Oui. Puis, je suis pas la même personne aujourd'hui que j'étais au moment où, en 2017, j'ai commencé à travailler avec elle. La joute parlementaire. Personnellement, je regarde ça puis je me dis, si c'était des enfants en classe, on les mettrait tous en retenue. J'ai tellement de misère avec ce niaisage. Les cris en arrière.
Comment un intellectuel peut vivre ça? Je pense qu'en politique, il faut les deux. Hein? Il faut des moments de consensus. Il faut des moments où on travaille main dans la main en collaboration. Puis il faut des moments où il y a un choc des idées. Puis des fois, le ton monte. Puis je pense pas que qu'il faut honnir cette partie-là de la politique. Quand je dis cette partie-là, je parle de la partie où il y a un choc des idées, il y a des visions qui s'affrontent. Moi, j'essaie de pas tomber dans les égouts, j'essaie de pas tomber dans les attaques personnelles, dans les niaiseries partisanes, mais des débats rugueux sur notre vision de la société, notre vision du Québec. Je pense que ça fait partie de l'action politique. Et le consensus aussi, les deux. As-tu entendu Huard? Patrick Huard, Ouais. qui demande des excuses. Oui, j'ai entendu ça, oui. Les deux, à Gabriel Nadeau-Dubois puis au premier ministre. Comment t'as perçu ça? J'ai pas compris pourquoi Patrick Huard Pourquoi il se mêle de ça? Pourquoi il se mêle? C'est un citoyen du Québec. Il peut bien dire ce qu'il veut sur toutes les tribunes, demander des excuses à qui il veut. C'est son droit le plus fondamental. Et si lui n'a pas apprécié l'échange, il a le droit, c'est correct. Il peut le dire, l'écrire, le hurler, le crier sur toutes les tribunes. Moi, j'ai aussi, je pense, le droit de dire « Attention, là. Il y avait dans cet échange-là entre le premier ministre et moi, au-delà des étiquettes, un enjeu fondamental. Il y avait un débat sur la nature de la nation québécoise. Et moi, j'invite les gens à aller écouter l'échange au complet. Je comprends. Et les gens qui écoutent l'échange au complet sont unanimes. Il y avait là Il y a quelque chose d'important. un affrontement Ouais. entre deux visions du Québec. Et il faut avoir ces débats-là. Est-ce que j'aurais souhaité que l'attention soit moins mise sur les étiquettes et davantage sur le contenu? Oui. Mais c'est là mon problème. Mais moi, je me suis pas senti attaqué personnellement. Et Non, donc, parce je qu'un sens... voir qu'on ne sait pas ce que c'est, à part faire sauter des nouilles. Exact. Et c'est pour ça que j'ai pas demandé d'excuses au premier ministre. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que c'est très québécois, puis c'est malheureux. C'est-à-dire que au bout de 2 échanges, du « Ah, puis va donc chez le diable ». On dirait que ça finit comme ça tout le temps, les débats. Puis tu dis, je veux les monter vers le haut. Le premier ministre, en tout cas, on s'est pas reparlé en privé, François Legault et moi, depuis cet échange-là. Moi, je me suis pas senti attaqué personnellement. Je ne pense pas qu'il l'ait été, mais je vais le laisser le dire. Je pense que ce qui est très québécois aussi parfois, c'est que quand Pas de chicane. il y a des débats de fond qui apparaissent, on peut aussi avoir par moment, comme peuple, le réflexe de dire « Oh, Ben, on parle pas de politique au souper. » tu sais. Puis, je pense qu'il faut accepter que ça fait partie de la politique, qu'il y ait parfois des visions qui s'affrontent, puis c'est dans le choc de ces visions-là que peuvent apparaître des fois des beaux projets. On a assez parlé de politique. C'est assez. Là, vous allez faire vivre à votre enfant Oui. une affaire épouvantable. Un père en politique, une mère qui pourra peut-être plus travailler parce qu'il va falloir qu'elle s'occupe du petit. Vous n'êtes pas pour mettre ça en gardiennage tout le temps. C'est pas fait pour être élevé par les autres. Comment vous allez... Comment on pense, quand on va donner naissance, qu'on peut imposer une vie comme celle-là? Et je pense que ça se fait dans d'autres métiers également. Là. Bien, Il d'abord... va se faire écœurer, école, lui-là. Là. Sans doute. C'est arrivé au mien. J'imagine. Ton père, il est-tu trop comme ça, même à la maison? Tout le monde pensait que j'avais les yeux sortis de la tête à tout bout de champ. Exact. Je sais pas... il y a des choses qui me font peur encore. J'ai peur de ne pas être assez là par moment. J'ai peur qu'il soit indissociable de moi puis qu'il paie le prix de choix que moi je fais. Ça va arriver. Sans doute. Donc, j'ai pas toutes les réponses. Et là, je suis peut-être naïf, mais je pense que la politique québécoise change. Je pense que la société québécoise change. Je regarde des collègues à moi qui ont eu des enfants pendant leur mandat puis qui réussissent malgré tout à s'en tirer. Bébé vient à l'Assemblée une semaine sur 2. Ben non, dans mon parti, par exemple, ma collègue Émilise là, a eu un bébé durant son mandat. Troisième elle l'a amené à opposition. l'Assemblée. Premier ministre. Moi, c'est un job de premier ministre que tu veux. Ouais. Là. Tu veux jouer sa première ligne. Il y a des choses à inventer. Amateur de hockey. Oui. Tu veux jouer sa Le premier première trio, ligne. c'est sûr. C'est sûr. Bon.
Il y a des choses à inventer encore. Il y a des choses à inventer. Comme quoi? Qu'est-ce qu'on... Il va falloir Mettons- trouver... On peut pas. Papa, il va répondre aux questions. On verra. Moi, je pense qu'il y a des choses à inventer. Il y a des conventions à bousculer à l'Assemblée nationale. J'ai pas toutes les réponses, tu sais. J'ai peur de bien des affaires, mais j'ai refusé de choisir entre les deux. Hop! J'aurais pu choisir l'un ou l'autre, puis j'ai choisi de ne pas choisir. J'ai dit, ça me donne une raison de vivre, la politique. Changer le monde, changer le Québec, ça me fait vibrer, c'est ce qui donne un sens à ma vie. Puis j'ai toujours voulu une famille, je veux une famille. Je vais-tu choisir entre ces deux affaires-là? J'ai décidé que je ne choisirais pas. Puis il y a plein de difficultés qui viennent avec ça. Que vous allez assumer. Puis je vais les affronter une par une. La bonne nouvelle, c'est que je vais les affronter avec plein de monde autour de moi. Mon amoureuse, bien sûr, mais ma famille, mes camarades, mes amis à Québec solidaire, qui vont être là aussi. Puis on va faire ça ensemble. Puis ça me donne beaucoup de confiance. Je voulais plus reparler de politique. Mais il reste quoi, 14 mois, 15 mois? Oui. Ça va être... le bébé va arriver quelques mois avant l'élection. Ça va être le premier défi. Faire cette campagne-là avec un bébé de 5 ou 6 mois dans mes bras. Gars, une fille? On le sait pas. Vous voulez pas le savoir, ça non plus? Moi, j'aurais voulu le savoir. Maman veut pas. Moi, j'aurais voulu savoir parce que c'est ce qui me reste de mon vieux rêve de journaliste. Je suis un garçon curieux. Et j'avais une grande curiosité à savoir si ce serait un garçon ou une fille. Et ma blonde m'a dit, Gabriel, moi, je préfère pas le savoir. Alors, la politique étant l'art du compromis, j'ai dit, mon amour, il n'y a pas de problème. Alors, donc, quand on dit je voulais le savoir, c'est parce que vous avez une idée en tête, une préférence. Avant que ma blonde soit enceinte, je sais pas pourquoi je voyais beaucoup un petit gars. Et depuis qu'elle est C'est enceinte, très macho, c'est très mâle. c'est la société qui nous forge, n'est-ce pas? Et depuis qu'elle est enceinte, je sais pas, je vois plus une petite fille des fois. Fait que, allez à Jacques Taès. Ben, bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye-bye.